Alors, on va passer à la partie 2. On a vu dans la précédente vidéo rien de bien intéressant, hein. C'était comment exploiter la faille, la CVE, via Metasploit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cette faille. Alors, toujours contexte, puisqu'il faut toujours apporter du contexte, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Alors, en 2020, on a une vulnérabilité critique qui a été découverte sur le serveur GitLab. Le problème, en fait, c'est sur les versions GitLab CE, EE 8.5.12.9. Alors, cette vulnérabilité permet ce qu'on appelle une traversée de chemin, un pass traversal en anglais, qui permet de se déplacer à des endroits non prévus, non autorisés, si on doit faire très très simple. Donc, c'est un problème récurrent et c'est dû à un déplacement d'un problème entre les différents projets, hein. On va parler un peu de GitLab, qui est de la nébuleuse Git, hein. Vous connaissez tous GitHub. On a également GitLab, on a Gitbook. On a vraiment toute une panoplie d'outils, hein, qui nous permettent de gérer des projets et pas que de partager des connaissances. C'est toute la puissance de Git, hein, qui, à la base, permet les montées de version, la gestion des projets quand on fait du développement logiciel. Alors, ça conduit à la lecture arbitraire du fichier. On a une fonction qui s'appelle uploads rewriter, donc réécriture euh, du téléversement, littéralement, et ça va permettre l'exécution de commandes à distance, donc une RCE, la faille la plus grave, sur le serveur GitLab vulnérable. Ça a été découvert par William Bowling. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment exploiter le GitLab vulnérable. C'est la CVE 2020 10 977. On va essayer d'obtenir, donc cette fois-ci pas une session méterpréteur, on l'a vu dans la précédente vidéo. On va essayer de voir comment on peut exploiter cette faille avec un script Python. D'accord? Alors, déjà GitLab, c'est quoi? GitLab Community Edition, la CE. On pourrait dire que c'est une plateforme de développement logiciel open source de bout en bout avec un contrôle de version intégré, suivi de problèmes, révision du code, du CI, du CD, CI/CD, etc., etc. Donc ça permet d'auto-héberger un GitLab CE sur vos propres serveurs. C'est ce que font les entreprises dans un conteneur ou même sur le cloud, via un fournisseur de cloud. Alors, c'est une plateforme orientée DevOps qui permet aux organisations de maximiser le retour global sur le développement des logiciels en fournissant des logiciels plus rapidement et plus efficacement, et tout en renforçant la sécurité et la conformité, puisque ce sont des devoirs, hein, quand on fait du développement. Donc avec GitLab, chaque équipe de votre organisation va pouvoir planifier, créer, sécuriser, déployer des logiciels en collaboration pour accélérer les résultats commerciaux avec une transparence, une cohérence et une traçabilité complète. GitLab, vous le savez, c'est une société à noyau ouvert qui développe des logiciels pour le cycle de vie du développement logiciel avec 30 millions d'utilisateurs enregistrés et plus d'1 million d'utilisateurs de licences actives. Et ça dispose d'une communauté active de 2500 contributeurs réguliers. Donc GitLab partage ouvertement le plus d'informations pour la plupart des entreprises qui est en public par défaut, ce qui signifie les projets, les stratégies, votre direction et vos mesures sont discutées ouvertement. Vous pouvez passer ça en privé, d'accord? Mais n'oubliez pas que à la configuration, c'est pour ça que les hackers vont chercher sur Git des traces des projets et on va récupérer des mots de passe qui sont codés en dur, puisque quand on travaille sur un environnement bac à sable de dev, généralement, hein, on code en dur d'abord, et c'est peut-être une erreur parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête. Et très souvent, vous pourrez récupérer tokens, clés API et mots de passe. D'accord? Mais techniquement, donc c'est le principe collaboratif, l'efficacité, la diversité, l'inclusion, l'appartenance, l'itération, la transparence. C'est ce qu'on appelle credit en anglais, hein. C'est ce qui forme l'état d'esprit de Git, d'accord? Qui a été fait, si je dis pas de bêtises, par le papa de Linux, Linus Torvald. Et après, naturellement, ça s'est agrandi. Donc ça, c'est pour le contexte. Maintenant, je vais appuyer tous mes propos sur un blog de Snuff Crash qui fait du très très bon boulot et qui a décortiqué pour nous la faille. Alors, commençons par le snippet, donc le bout de code
qui est vulnérable, pour mieux comprendre. Donc, voilà le snippet qui fait le boulot. Donc, on a une def qui va gérer les fichiers qui ont été téléversés sur le serveur. On voit qu'on a 3 paramètres, project, secret file, l'uploader, donc qui va nous permettre de gérer. À chaque fois, vous voyez qu'il y a cette correspondance entre le projet, le secret et le fichier en question. Et on voit que là, il fait une opération pour récupérer le fichier qui a été uploadé. Pas de problème. Là, on a notre fichier, on a notre breakmark unless. Donc, est-ce que le fichier existe? Si c'est le cas, tu l'uploades et tu le récupères. Donc là, en soi, il n'y a pas de problème. Le code est propre. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a une faille. Quelle est la faille? C'est qu'on n'a aucune restriction sur le fichier auquel il est possible d'accéder. D'accord? C'est pour cette raison, en fait, qu'on peut faire notre requête de passe traversale et elle va être utilisée pour copier n'importe quel fichier en fonction de l'autorisation du fichier. Cette vulnérabilité, elle permet à un attaquant de lire des fichiers sensibles, c'est-à-dire des tokens, des jetons, des données privées, des fichiers de configuration, des clés API, des mots de passe, ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est là le problème. C'est qu'encore une fois, il n'y a aucune vérification ou restriction sur le fichier qui peut être accédé. Donc, ça va être du pain béni pour nous. Lecture de fichiers arbitraires. On a un problème au niveau des autorisations. Il est possible d'inclure des fichiers locaux lisibles et accessibles en écriture par Git. Et c'est situé dans un répertoire qui permet à Git de créer des sous-répertoires. C'est ce que vous avez sous les yeux. Là, je vous mets l'installation GitLab par défaut. On voit que ça tape dans Varlog. On a une arborescence GitLab et tout est regroupé là-dessus. Alors, on a des fichiers de log, on a des fichiers YAML et c'est ça qui va être intéressant. On va essayer de voler un fichier YAML et de le lire. Vous allez voir par la suite. On voit également des choses sensibles comme les fichiers de configuration et on a les PID et on a les clés autorisées pour se connecter en SSH. Alors, techniquement, on a le fichier production log qui contient les valeurs reset password token. Elles sont générées aléatoirement, elles sont censées être secrètes et cela se fait suite à la demande de modification du mot de passe d'un utilisateur enregistré. Alors ok, ça n'a pas de problème, sauf que ces valeurs peuvent être utilisées pour supprimer le mot de passe d'un utilisateur. Alors là, vous commencez à comprendre un peu le chemin qu'on va prendre. Je vais me connecter à l'instance et puis on va voir ça. Alors, on va voir l'exploitation manuelle. Donc, on a 2 problèmes, si on doit résumer, différents sur notre serveur GitLab cible, qui, vous l'avez compris, tourne avec la version malheureusement qui est faillible. Alors, on a une vulnérabilité de traversée chemin d'accès qui va permettre, je vous le disais déjà en préambule, à l'attaquant de lire un fichier. Ce fichier, je vous ai dit, c'est du YAML. On va taper dans secrets. Et à partir de là, on peut lire le secret _key _base qui est utile pour créer un cookie. Ce cookie, c'est ce qu'on appelle l'experimentation subject ID. Il est signé et il va nous permettre d'obtenir l'exécution de code à distance pour une vulnérabilité dite de désérialisation. D'accord? C'est une attaque de désérialisation. Il y a une RCE et il y a du passe traversal. D'accord? C'est ces 3 vecteurs d'attaque qui nous permettent de poutrer le serveur. Je vais créer un compte comme j'avais fait dans la précédente vidéo. Donc, à partir de nouveau, travailler à la MSA. Ah non, il en faut 8. Bon. Alors, on va créer un projet. Alors, on va se créer 2 projets. Nouveau projet. Parfait. New project. Donc la faille, elle est interprojet. Premier projet créé, on va en créer un deuxième. Voilà, donc là on a nos 2 projets, maintenant on va créer une issue, on va générer, vous savez qu'on peut gérer les problèmes.
je dois avoir mes deux projets qui se trouvent ici. Ok. Je vais transférer les problèmes. Hein, on va ouvrir un case, comme on dit. Donc, on peut gérer les problèmes concernant des projets. Donc là, je vais lui mettre New Issue. Hein. Donc, typiquement, on fait en gros, ça permet d'ouvrir un ticket, hein, pour mieux solutionner. Donc, ça permet d'ouvrir un ticket. Voilà. Hein, ça, c'est ce que ferait une personne lambda, blablabla. Donc, elle crée un problème et on a une liste avec tous les problèmes, tous les tickets qui sont ouverts. Et le but, c'est de les résoudre. Hein, c'est le principe quand on fait du dev, il n'y a pas de souci là-dessus. Seulement, vous avez bien compris, on a une faille qui va nous permettre donc d'injecter, hein, au niveau des fonctions. Là, on va commencer notre LFI. On va injecter un payload, on va faire une local file inclusion. Alors, qu'est-ce que je vais faire techniquement? Je vais lui dire, j'aimerais bien, moi, encapsuler dans une balise qu'on va appeler A, taper dans un asset et lire le fichier. D'accord? Donc, encore une fois, là, c'est en fonction du lab. Vous avez bien compris que nous, ça serait une vraie adresse IP avec le serveur lab qui est faillible. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande de lire le fichier pass-vd. Sauf que ça peut pas passer, malheureusement. Je peux l'injecter, c'est pas ça qui va générer le payload. Un nouveau problème, new issue, et là on va commencer à injecter, d'accord? Et là, vous avez bien compris que, en fait, techniquement, au niveau d'upload, c'est là, hein, au niveau du projet, en fait, on a quoi? On a upload, et c'est là-dedans que viennent se greffer les problèmes, les issues. Hein, toute cette partie-là, en fait, il faut l'uploader, hein, pour que ça soit intégré au sein du projet et qu'on puisse les voir dans la liste des problèmes. D'accord? Donc nous, ça c'est cool. Techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? On veut ETC, pass-vd. Sauf que vous avez bien compris, ça c'est beaucoup trop simple, en fait. Déjà, on a une série de 1, et ensuite, vous voyez qu'on sort de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Donc, on voit qu'il n'y a pas d'offuscation en soi. Hein, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'amuser à les doubler. En soi, il n'y a pas l'air d'avoir de filtre, hein, au niveau par exemple, de PHP, hein, qui nous bloquerait, en l'occurrence. C'est juste qu'il faut trouver le bon nom. Hein. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon nom, techniquement, on va faiser un vecteur. Je vous passe toute une étape où on lance burp, on intercepte les communications. Là, je vous parle à moins d'aller regarder la CVE. La CVE vous dit voilà ce qu'il faut injecter comme string, d'accord? Mais pour faire, si jamais vous faites le CTF Hack the Box, le laboratoire, je vous mettrai les liens. Ça sera la technique qu'il faut utiliser. Et là, moi, dans mon exercice pour vous présenter la CVE, c'est sensiblement le même CTF, d'accord? Donc là, on aurait on aurait testé, on aurait pris un dictionnaire et puis on aurait jeté 1, 2, 3, 4, 5, comme vous connaissez, jusqu'à trouver l'arborescence. Petit GoBuster, DealBuster, on aurait faisé pour trouver le point de terminaison. Et une fois qu'on a un point de terminaison faillible, on commence à injecter. C'est la partie de droite, d'accord? Ça, c'est le point de terminaison. Ça, c'est la LFI, d'accord? Local File Inclusion. Donc là, vous voyez que plutôt que de laisser un commentaire, vous l'avez compris, on injecte directement. Voilà. On va soumettre. Donc, ceci n'est pas une LFI. Et maintenant, il faut déplacer. Move issue. Qu'est-ce que je fais? Je la déplace vers le projet numéro 2. Et c'est en la déplaçant. Qu'est-ce qu'on a vu? Je vous disais en préambule, la faille se trouve dans le déplacement. En fait, au niveau des issues, des problèmes. Quand on fait un transfert d'un projet, là, de projet 1 à projet 2, l'injection fonctionne, d'accord? Et ça va exécuter le code et exécuter notre LFI. On va voir, je fais move issue sur 2, move, ouais. Donc là, on l'a déplacé. Là, il me dit quoi? Ça a été déplacé. On va aller voir. Vous voyez que là, le payload est bon, mais il faut qu'on cale ça dans une balise. Alors, je m'explique. Donc là, je vais repasser sur mon projet 1.
Vous voyez qu'il faut, pareil, trouver le bon payload en fait. Hein. C'est comme tout, hein. Dans une LFI, on fait du try and error. On essaye, ça marche pas, on recommence. D'accord? Là, qu'est-ce que je viens de modifier et intégrer au sein de la balise? On a la LFI. Parfait. Donc là, je mets mon vicieux, move, il la déplace, et là, on voit que, qu'est-ce qu'il y a? Toujours rien. Ça nous a généré un fichier. Donc, vous voyez que le fichier il est présent tout en bas dans Toto le hacker, projet numéro 2, uploads. En effet, il y a un long string. Hein, on dirait que c'est soit en hexa, soit ça a été haché. Je dirais plutôt une valeur de hash. Et passe VD. Et là, comme par magie, voilà la faille. Ce qui est assez violent. On est là, on voit qu'on arrive à extraire le fichier passe VD. D'accord? Donc, on peut commencer, vous imaginez bien, à aller demander via cette LFI un peu tout et n'importe quoi. Mais nous, on veut le niveau au-dessus. On veut pousser une RCE. Il faut qu'on récupère le secret keybase. Le secret keybase, si vous faites un peu de reconnaissance, il est dans OPT GitLab Embedded Service GitRails Secret. Donc on voit que notre traversée de chemin passe traversale via la LFI, ça fonctionne. Hein, on n'a pas de problème. Maintenant, je vous disais, fichier secret YML pour obtenir le secret keybase. Vu que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on recommence. Hein, on a trouvé la technique parfaite. Je vais dans mon projet 1, je transfère au projet 2, j'infecte. New issue. Cette fois-ci, on va changer le chemin, tout simplement. D'accord? Donc, je vous ai dit OPT, GitLab, Embedded Service, GitLab, Raise, Config, Secret, et XAML. Hein, en fait, ça fait quoi? Vous voyez? C'est encapsulé dans notre petit A, on a le code, d'accord? Qui est injecté, en fait. Ni plus ni moins, hein, puisque vous voyez que quand je clique dessus, ça fait une redirection, en fait, vers le fichier en question. C'est comme ça que c'est interprété. C'est pour ça qu'on fait ce petit point d'exclamation A. D'accord? Et on passe tout dans A, on a notre injection LFI qui permet de faire du pass traversal. On soumet, c'est soumis, pareil, déplacé. D'accord? Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez le DB keybase, donc la clé de base de la base de données, première ligne. Vous avez ce qu'on recherche, la secret keybase, hein, puisqu'on a vu qu'avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réinitialiser les mots de passe des utilisateurs. On a l'OTP, hein, basé sur l'authentification OTP, et on a même, alors là c'est open bar, on a quoi? On a une clé RSA privée, d'accord? Donc vous avez bien compris que ça commence à être assez puissant. Puis les Fatoumata, hein, je vous laisserai regarder, il y a plein de devs. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir un listener, on va attendre la communication, on va pousser sur le port, il y a un port précis qui est géré tout en haut. On va se servir de cette secret key pour écraser les utilisateurs, régénérer un mot de passe et pousser la RCE. Hein, on a une faille au niveau de Rails, au niveau de GitLab, et grosso modo c'est ça qui fait que on peut injecter. D'accord? Là on voit la classe qui gère la RCE. Bon, on a l'import, hein, on fait plein de trucs, on va faire des requêtes. Donc on utilise early, on a de la crypto, le token, hein, on va venir injecter le user signing, générer un nouvel utilisateur, il y a plein de defs hein, pour gérer ça, la def pour enregistrer l'utilisateur, la def pour loguer l'utilisateur, une def pour effacer l'utilisateur. Maintenant qu'on est en possession du token, il n'y a pas de problème, créer un projet vide, créer une issue, hein, donc vous voyez qu'on se resserre de la technique qu'on a utilisée pour la LFI, hein, plus compliqué, d'accord, puisque là c'est un petit peu plus complexe, on doit pousser carrément une RCE, d'accord. Donc vous voyez comment il injecte le payload hein, dans cette requête, il la met en queue, system hook, hein, donc exécution système, et après bien sûr open payload, ça va venir pousser la backdoor.
On a une classe qui va gérer la RCE, le getFile, l'init, technical object. Donc tout ça, hein, c'est l'exploitation. On retrouve le chemin de la LFI, hein, qu'on va formater et injecter, envoyer. L'exploit en soi, hein, qui va utiliser un cross CSRF, d'accord, au niveau du serveur, en se servant encore une fois du token. Pareil, il va déplacer l'issue, hein, mais exactement ce qu'on a fait nous avec l'interface graphique en fait, hein, ni plus ni moins. Là on a notre main, on le parse du secret, on retrouve notre secret keybase et l'OTP. L'envoi du payload, construction du payload, on voit qu'il utilise un null byte et il l'injecte en Ruby. Hein, Bon voilà, après t'as tout ce qui gère le RCE, l'aide, donc tout ça c'est les messages d'erreur, la gestion, comment dire, des exceptions, exploits, et voilà, ça c'est ce qui va permettre de récupérer la main, hein, via un listener, c'est un listener en net4, il fait un LNVP, et on va récupérer la connexion. Si ça, donc là il nous dit écoute, vas-y tu rentres HTTP, GitLab port et adresse IP. Et si vous regardez bien tout en haut, si je dis pas de bêtises, on a un port qui est le 42.069. Voilà, donc je vous laisse étudier le code source de l'exploit. Il y aurait beaucoup à dire, j'ai pas envie encore une fois de décortiquer ligne par ligne. Ça c'est votre travail à la maison, c'est la meilleure façon de comprendre le code. Il y a des appels à des méthodes, des classes que vous comprenez pas, le meilleur moyen c'est de aller récupérer tout simplement le manuel, hein, et voir ce que vous connaissez pas dans le langage de programmation. Donc là c'est du Python et ça injecte un payload en Ruby. Donc on va le sauvegarder, on est dans un lab, le passer en 777, POC, on va l'exécuter. Donc là, on voit qu'il nous dit bien, hein, ce qu'on a vu à l'instant. Il nous dit, écoute, t'es gentil, mais moi, il me faut quoi? Il faut que tu me donnes l'adresse IP locale de ta machine, hein, si tu veux récupérer un reverse shell, et il faut que tu me dises sur quel port tu veux attaquer. Donc moi, c'est le port par défaut sur le lab. J'ai pas besoin de le préciser. Sinon, il faut trouver, hein, le port. De toute façon, on l'avait vu. Hein. Voilà, on a le 22 et le 80. Donc 80 par défaut, je pense pas que j'ai besoin de le préciser. Pourquoi? Parce que il nous dit quoi? Il nous dit HTTP. D'accord? HTTP, c'est de facto, c'est le port 80. Hein. Si le port était rerouté sur un autre port, dans ce cas-là, il faudrait le préciser. Mon adresse IP, que j'ai déjà oublié. Cela. Il enregistre. Visiblement, il crée un utilisateur, requête 200, donc on est OK en HTTP. 200, il efface l'utilisateur. La version a l'air d'être la 12.8.1. Il te dit faites votre choix sagement. Donc nous, tout va se passer là. Hein. On a vu qu'on a plusieurs versions en fait. Hein. Donc là, il nous dit que le shell Ruby est pas du tout stable, work in progress. Et nous, je crois qu'on est en 12.8.1. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble. Donc on va prendre le choix 1. Alors, Start Listener, ah non, c'est nous qui le faisons. Sur le 42.069, donc c'est le port qui est dans l'exploit qu'on a vu, hein, les premières lignes. Donc on va le faire. 4, ln, vp, fully qualified pass to the file you want to LFI. Donc par défaut, il te dit, écoute, 1 c'est pass VD. Donc là, on va laisser tel quel. Ok. Donc là, il nous fait un grabbing, du pass VD, c'est bien, mais c'est pas ce qui pousse la RCE, pour vous montrer. Donc cette fois-ci, on va utiliser justement, même version, mais on va essayer le Ruby Reverse Shell.
Donc vous voyez que c'est quand même assez bancal. Je sais pas si on peut le stabiliser. Je vais essayer de... Ouais, ok. Donc il faut injecter, et là on aurait récupéré notre flap comme on l'a fait la dernière. Alors, je vais essayer de stabiliser s'il y a des boutons. Ça a pas l'air d'être ça. On arrive. Ah non, il plante. Ouais, dès qu'on fait entrer, il plante. Donc, vous voyez, hein, c'est pas... Donc là, j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû faire un 4, comme j'ai fait dans la précédente vidéo. 4, 2 points, slash, 2 points, slash, flag.txt. Mais vous voyez que c'est extrêmement instable, hein, puisque dès qu'on fait entrer, il crache. Alors, je relance. Voilà. Je fais entrer, il crache. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous ont prévenu. Attention, il est non fiable. Le work in progress. Donc voilà, c'est une RCE bancale, mais en tant que preuve de concept, vous voyez que on peut aussi le pousser. Hein. Donc on peut le pousser via Burp Suite, faire une attaque de l'homme du milieu. On peut pousser ça directement en tant qu'utilisateur, vous l'avez vu, en jouant sous les projets. Ça, c'est la LFI. On pourrait également pousser la RCE là-dedans, aller dans le Rails et faire les modifications. Mais vous avez bien compris que quoi, généralement, quand Toto le hacker attaque, il n'a pas la main, il sait pas créer un compte et tout ça. D'accord? Il attaque de l'extérieur. D'accord? Donc nous, on est dans des laboratoires. Des fois, il faut simuler. Hein, on peut pas tout le temps attaquer de l'extérieur vu que ces machines sont pas reliées à Internet. D'accord? Je suis dans un lab. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment utiliser Metasploit. Là, on a vu ce script Python que je vous encourage fortement à aller voir pour bien comprendre. C'est qu'il y a beaucoup de lignes de code si vous débutez en Python, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre comment on peut militariser un script Python et surtout faire notre preuve de concept. Hein. Qu'est-ce qu'une preuve de concept? C'est montrer à la terre entière que je peux reproduire et utiliser une faille en créant un exploit sur mesure, et cet exploit, c'est ni plus ni moins que la corrélation des faits, la détection de la faille, les vecteurs qui sont intégrés à mon exploit. Qu'est-ce qu'on a vu comme vecteur d'attaque? On a du passe traversal via la LFI et on a une RCE. Tout ça à cause des fichiers qu'on peut récupérer, d'accord? Notamment les fichiers tokens, avec les clés qui sont contenues, qui me permettent de réécrire et d'effacer des utilisateurs. Donc techniquement, je peux réécrire dans le fichier passvd, shadow, et créer un utilisateur qui aura un accès, d'accord? Donc voilà, là on s'est pas servi de la clé SSH, j'aurais pu m'en servir, vu qu'on l'a récupéré, et après on avait juste à, techniquement, à aller voir en fait, peut-être un des utilisateurs aurait eu quoi, aurait eu éventuellement l'accès, d'accord? Donc j'aurais pu passer la clé en chmod 0600, puisque toutes les clés SSH privées vous les passez en 0600, des fois en 0700, mais moi je préfère le 0600, c'est-à-dire qu'il n'y a que le root qui peut l'utiliser, vu que c'est une clé privée et pas une clé publique, et après on aurait fait un SSH, arrobase, l'adresse IP de la machine ou le nom du domaine, et le -i pour donner une clé privée. Et si ça marche, eh ben, dans ce cas-là, on n'a pas besoin du mot de passe pour se connecter en SSH sur la machine. Alors, c'est peut-être root qui avait l'accès. Moi, je sais pas. Je n'ai pas testé. Peut-être Git, peut-être GitLab. Ça nous aurait peut-être donné la main de façon stable. D'accord? Puisque, vous l'avez bien compris, j'ai plutôt intérêt à attaquer le SSH avec la clé privée qu'on a dérobée via notre LFI, si je veux faire de la post-exploitation, que me casser les pieds avec ce shell, cette RCE via le shell Ruby qui est complètement qui est pas fiable du tout, qui crache. Donc voilà, ça aurait été peut-être un troisième
vecteur d'escalade. Hein, et je pense que si jamais vous devez exfiltrer des données, si jamais vous devez installer de la persistance, vous balader dans les répertoires pour faire de la post-exploit, honnêtement, le sésame là dans ce laboratoire, c'est sûrement la clé SSH privée qu'on a vue tout à l'heure, qu'il faudrait réutiliser, ce que je ne ferai pas pour raccourcir la vidéo. Donc voilà, je vous mettrai plein de ressources. Si vous avez un accès Hack the Box, je vous conseille fortement d'aller faire le laboratoire. Je vous mettrai un write-up pour avoir... c'est les seules explications en français que j'ai eues. Sinon, vous avez un très bon article en anglais qui vous explique tout ce que je viens de faire, mais en beaucoup plus détaillé. Encore une fois, je voulais que la vidéo fasse, je sais pas combien de temps elle fera, mais voilà, à peu près une demi-heure. Je voulais pas qu'on passe 1h30 à vous expliquer tout ça. Comme ça laisse quelques lacunes que vous allez creuser sur votre temps libre pour parfaitement comprendre cette faille. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.